Et on va obtenir la chose suivante. Et on obtient simplement que 1 sur taux. Alors je remets les préfacteurs. Hein. Donc c'est un 4pi sur h bar. V sur 8pi cube. Alors là, vous aviez d'abord une intégrale. Donc l'intégrale de Q, elle va de 0 à l'infini, hein, puisque c'est l'intégrale du... Quand vous faites simplement une intégrale sur les coordonnées sphériques, vous avez le Q varie de 0 à l'infini. Hein. Donc de Q2 dQ. Puis vous avez une intégrale de 0 à pi, ici. Alors, si je remplace tout, vous verrez que c'est simple. Hein, il suffit de faire le remplacement. Vous avez un 2 sinus alpha qui apparaît, d alpha. Et puis là, je fais apparaître mon cosinus carré alpha. Ça, c'est simplement le 1 moins cos θ qui me donne un cosinus carré alpha. On a vu ça. Vous avez un 2pi, ça c'était l'intégrale sur des phi qu'on a vu tout à l'heure. Puis vous avez un uq, bon, mais ça pour l'instant on n'y a pas touché. Vous avez un bêta q, pour l'instant on n'y a pas touché, il était au carré. Et alors c'est là où intervient le fait que delta de ax dx est égal à 1 sur a delta de x. Vous faites apparaître ici un m sur h bar carré kq de delta de cosinus alpha plus q sur 2k. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que maintenant, ce truc-là est quand même un petit peu plus sympathique parce que vous voyez qu'il y a... vous avez ici un sinus alpha, ici un cos alpha. Donc en fait, vous pouvez faire un changement de variable très sympathique et simplement poser x égale cos alpha. D'accord. Fait que vous allez retrouver ici, vous avez le dx qui apparaît là, et là vous avez à ce moment-là, vous avez un delta qui est apporté sur x. D'accord. Donc ça, c'est assez sympathique parce que vous allez avoir quel delta de x moins quelque chose, et ici la dérivée de x, et ici un x carré. D'accord. Donc si vous faites un... Ouais. Pardon. Alors pourquoi il y a un 8 pi cube au dénominateur? Alors d'abord le 8 n'est pas dans la parenthèse, alors excusez-moi, déjà il y a une erreur, donc ce ne sera pas 8 pi cube, c'est 8 pi au cube. Alors pourquoi il y a un 8 pi cube? Alors là vous me demandez une bonne question parce qu'il doit remonter d'au moins 10 lignes en dessus. Donc celui-là, de tête, je ne peux pas vous expliquer d'où il vient. Donc dès le changement de variable qu'on va faire, on va faire le changement de variable qui semble le plus sympathique. On va poser grand X égale cos alpha, de cos alpha, ce qui vous fait que dx, évidemment, est égal à moins sinus alpha d alpha. Alors, il y a aussi une autre astuce qu'on peut faire, c'est que le domaine d'intégration de Q, alors lui, on peut le réduire à à 0, 2K. Alors ça, il y a une raison simple, c'est que votre électron ne peut pas être plus que rétrodiffusé. D'accord. Donc le transfert de moment du phonon, il ne peut pas être plus grand que 2K. D'accord. Donc en fait, physiquement, ça n'a pas de sens de faire varier K jusqu'à l'infini. D'accord. Votre K, il ne peut pas avoir un transfert plus grand que la rétrodiffusion de votre électron. Donc en fait, physiquement, ça a un sens d'intégrer jusqu'à 2K. Après, ça n'a pas de sens. Ok. Donc vous pouvez limiter votre domaine d'intégration à 0, 2K. Alors, allons-y. On va essayer de voir ce qui se passe quand on fait ça. On y va. Donc vous obtenez que 1 sur taux
est égal à 4pi sur h bar. Il vous reste un v sur 8pi au cube. Et puis donc là, il me reste une intégrale de 0, donc celle-là, on la coupe à 2k. D'accord. Il vous reste un q carré dq, ça, il ne bougera pas. Et je me retrouve avec une intégrale de 0 à pi. Alors, il me reste un terme qui va être... Alors, si je regarde les 4, hein, ça me fait... Je groupe un peu les termes. Ça me fait 4πm sur h bar carré kq. Donc, ces termes-là, vous voyez, j'ai un 2 ici, un 2 ici. Donc, ça et ça me fait 4pi. 4πm sur pi carré kq. D'accord? C'est simplement, je groupe les facteurs numériques. Là, ça me fait 2 fois 2pi, ça fait 4pi. Puis là, j'ai un m sur h bar carré kq. Donc, sauf erreur de ma part, ça doit me faire bien ça. D'accord? Vous pouvez recompter, hein, mais je pense que c'est bon. Et puis, ben, il me reste tout le tralala que j'ai. C'est-à-dire un uq, toujours qui est là. Un bêta q au carré. Un uq. Donc ça, c'est... Alors, il faut faire attention comment je les écris, hein, parce que tout ça, c'est des intégrales sur Q. Hein, donc, il faut bien que je le mette, là-bas dessous, d'accord? Ça, c'est une intégrale sur Q. Hein, donc, ça va là-bas dedans. Alors, en fait, je ne l'ai pas bien écrit du tout, ce truc-là. Bon, ça va s'emboîter un peu. Hein. C'est pas grave. Vous êtes assez grand pour reconnaître comment les intégrales s'emboîtent. Et puis maintenant, il me reste tout le basage que j'ai fait vers x, parce qu'il me reste ici un x carré, delta de x plus q sur 2k, puis ici un moins dx. OK. Et ça vient de mon changement de variable, puisque le cos carré, il me donne un x carré. Le delta, il me donne ça, x plus q sur 2k. Et le sinus me donne simplement un moins dx, ici. D'accord? Alors, si vous voulez que ça vous paraisse un peu plus évident, je vais grouper les termes un petit peu différemment. Ça vous paraîtra peut-être plus clair. J'ai un 4pi sur h bar, v sur 8pi cube. Et alors, vous voyez qu'il y a quand même un truc que je peux faire. C'est que je peux sortir un certain nombre de termes. Parce que vous voyez que celui-là, du coup, comme c'est pas une intégrale sur i, je peux le sortir. Ça va me faire ici un terme en q. OK. Et puis, par contre, bon, on va intégrer tout à l'heure. Vous allez voir comment on va s'en sortir. Donc ici, ça me fait une intégrale de 0 à 2k de q carré dq. Je regarde tous les termes ici. J'ai un bêta q au carré nu q. Et je garde ici simplement cette intégrale ici. OK. Comme ça, vous voyez bien ici l'intégrale sur Q et ici l'intégrale sur I. D'accord, qui est bien divisée en deux parties et qui sont bien deux intégrales indépendantes. D'accord? Alors, ce que je propose de faire, c'est déjà, on va s'occuper de toutes les constantes. Ça nous fera déjà un terme à peu près clair. Je vous laisse 2 minutes pour arriver là. Si vous voyez des fautes, vous me le dites, hein, parce que c'est pas... Il manque les carrés. Il manque les... Entre, vous dites, entre le... 8 pi carré, 8 pi cube et 8 pi carré. Alors, c'est un 8 pi cube, là. Vous avez raison, c'est un 8 pi cube, ça. Et le h bar carré, vous donnez h
Alors, c'est un 8 pi cube. Et vous dites que le h bar, il est au carré, là. Ça, c'est 4 pi sur h, ça, c'est bon. Celui-là, il est bon. C'est l'autre, c'est celui-là qui est au carré. Comme ça. Ok. Là, tout le monde est d'accord? C'est bon? Bon, alors. Là, on va essayer de ne pas se paumer. On va le faire doucement. Donc, on va sortir les constantes. Ça me fait 4 pi sur h bar. V sur 8 pi cube. On va sortir la constante ici. Donc, j'ai un 4 pi m sur h bar 2 kq. D'accord. J'ai une... Pourquoi je... Oui, le Q, je ne le sors pas, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Sur K, je regarde que le K. Il y a aussi un problème sur le bord intégral. Vu que vous avez changé de... Ah oui, c'est pas la bande intégrale, c'est pas ça. Bon, celle-là, elle est pas... Ouais, c'est pas très important, ça. Mais effectivement, l'intégrale, c'est plus ça, le bord de l'intégrale. On intègre de 0 à 1, c'est ça? Ça fait 1? Oui, c'est ça. Ouais, bon. Ouais, c'est pas très grave, ça. On s'en fiche un peu. Comme il y a un delta, c'est pas très important. Ouais, mais il y a un delta derrière, donc c'est pas très important. Donc je laisse le K effectivement dedans. J'ai une intégrale, donc 0 à 2K de Q2 dQ, bêta Q au carré, nu Q. Alors ce machin, il faut que je regarde ce que ça vaut. Et ça me fait simplement en terme Q carré sur 4K carré. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que j'ai un delta. J'ai un 1 sur Q qui se traîne par là, effectivement. J'ai un 1 sur Q qui est ici. Je vais le réécrire proprement. Vous avez tout à fait raison. Là, j'ai un Q2 dQ fois 1 sur Q. Voilà. Donc, et si je résume tout ça, j'ai un terme. Bon, ben, celui-là, il est là. Celui-là, ce qu'il en reste est là. Bon, ben, celui-là, il est là. Celui-là, il est là. Et ce terme-là, il me donne ça. Est-ce que maintenant, ça vous paraît juste? Le quoi, tu dis? Le signe moins, il devient quoi? Le carré, il vient dans le... Alors, on a x carré, donc en fait, il est mangé dans le carré. Il est mangé dans le carré. Bon, alors maintenant, ben, on a fini. En fait, on va tout ressortir, ce qu'on peut ressortir. Alors, est-ce que je l'écris en bas? Donc, je vais l'écrire de la page d'après. Simplement, faudra bien faire attention. Alors, ça me fait... Ce que je fais apparaître, c'est une nouvelle constante qui est simplement égale à 1 sur 4K carré. Et ce qui me reste pour les Q, vous voyez, j'ai ici un Q2 fois Q2 divisé par Q, donc ça me fait un Q3. Et il me reste le bêta carré et le nu carré. Donc finalement, si je remets tout ça ensemble, j'obtiens que 1 sur tau est égal... Alors si je remets tous les préfacteurs ensemble, maintenant j'obtiens... Alors je fais apparaître un préfacteur de plus, hein, donc on va garder celui-là. 4pi sur h bar v sur 8pi au cube. Et puis j'ai à nouveau donc le 4pi m sur h bar carré fois k. Alors dans mon intégrale, ça fait une intégrale de 0 à 2k de Q3 bêta Q au carré
nu Q, dQ. Et alors, si on compte tout ça, sans se planter, moi j'ai trouvé, mais peut-être ne trouverez-vous pas ça, mais si je ne me suis pas trompé, je trouve MV. Alors je remets l'étoile, hein, parce que c'est toujours des masses effectives, ce qu'on est en train de faire là, fois 2pi h bar cube k au cube. Alors les k au cube, on va vérifier qu'ils sont bons, mais je pense que ça c'est pas très dur. Parce que ça fait ici k au carré plus k, ça fait k au cube. H bar, ça me fait h bar carré ici. Et puis où c'est que j'ai un autre h bar? H bar ici, ça me fait h bar cube, ça m'a l'air bon. La masse, elle est là, ça fait m. Et le v, il est là, ça me paraît bon. Donc là, il faut vérifier si dans les pi, que je vais plus me planter, les machins. Donc, dimensionnellement, c'est déjà bon. Donc ça, c'est déjà un bon début. Et puis, il nous reste une intégrale de 0 à 2k de q au cube fois bêta q au carré nu q dq. Et voilà, on a fini notre petit problème. On a calculé le temps de diffusion pour des électrons sur des phonons. Alors évidemment, on n'a pas tout à fait fini, hein, parce qu'en fait, maintenant, la vérité, elle se cache là-dedans. D'accord ? Donc c'est à ça qu'on va s'attaquer maintenant. Pour finir complètement le problème, il faut qu'on aille chercher un peu ce qu'il y a là-dedans. C'est ce qu'on va faire maintenant pour Il y a un. C'est pas sur 4. C'est 4 en haut. Hein? En fait, j'ai marqué N sur 2pi. C'est 4pi. Où ça? Là? En bas. Là, vous pensez que c'est un 4 pi? Je sais pas, on va faire une statistique. Vous rencontrez chez vous, vous me direz c'est un 4 ou un 2. On va faire une vérité statistique, ça change pas grand-chose. Donc, soit 4 ou 2. On verra si tout le monde trouve 4 ou tout le monde trouve 2. Alors maintenant, on va finir ça. Alors, pour pouvoir finir ça, on va faire quand même une hypothèse. Premièrement, on va se limiter aux phonons de basse énergie. Alors ceux-là, on sait les traiter. Explicitement. Donc les phonons de basse énergie, en gros, c'est ce qu'on appelle la branche optique. Pardon, justement non, la branche acoustique. Donc c'est la branche qui commence comme ça, c'est pas celle qui se balade en haut. D'accord ? Alors, celle-là, on va dire que la fréquence, on peut approximer la fréquence par, en fait, oméga égale Q fois S. D'accord ? Donc, on peut approximer la fréquence par oméga. La pulsation égale Q fois S. Et S, c'est la vitesse du son. OK ? Alors du coup, on va simplement exprimer tout en fonction de la vitesse du son. D'accord ? Donc, on pose simplement, X est égal à H bar Q fois S sur KT. Donc en fait, on fait le rapport essentiellement de l'énergie du phonon sur la température. Parce que H bar QS, c'est H bar oméga, et KT, c'est la température. Donc en fait, on fait le rapport de l'énergie du phonon sur la température. OK. Donc, alors pour faire les changements de variables, moi j'ai toujours peur de me planter, donc je suis obligé de les écrire explicitement. Ça me fait Q égale KT sur H bar S fois Q fois X, et dQ est égal à KT. Je suis un peu ridicule, hein, mais sinon je me plante tout le temps. Donc la borne, elle devient 2H bar KS
Vous n'êtes pas obligé de l'écrire, c'est moi pour retenir sur KT. Et alors, ah oui, le bêta Q par contre. Parce que ça, maintenant, on va le remettre, le bêta Q. Monsieur, Ouais. vous voulez pas l'appeler différemment le CAD KT? Parce qu'on a le CAD d'avant. Ça va cafouiller un moment. On va mettre un KB. Donc le bêta Q, on va le remettre par contre. Alors le bêta Q carré, vous regarderez ce qu'il vaut, d'accord? Ça, on le connaît. C'est H bar sur 2M N oméga Q. Donc M, c'est la masse, N, c'est le nombre de phonons, oméga Q, c'est la pulsation. Et puis il nous reste un autre terme, c'est la transformée du potentiel d'interaction. Et ça, c'est un truc qui vaut Q2, U tilde de Q. D'accord. Alors, le truc, c'est que oméga Q, ce qu'on a vu, c'est que nous, pour les phonons de basse énergie, on dit que c'est Q fois S, où S, c'est la vitesse du son. Okay. Donc ce machin, essentiellement, on va dire que c'est A fois Q. Alors ce qu'on va regarder ici, c'est les dépendances. Hein. On ne va pas regarder le détail, on va regarder les dépendances. Alors ça, c'est vrai. Alors il faut voir que tout ça, c'est vrai. Hein. Quand je dis que l'énergie, c'est oméga fois S, en fait, c'est vrai en bas de bande. Hein. Vous voyez, parce qu'en fait, bon, au premier rang, tout est linéaire. Donc ça, c'est vrai dans la vie. Mais vous voyez, on regarde des phonons en bas de bande. Donc effectivement, en bas de bande, c'est linéaire. D'accord? Parce qu'on est en bas de la parabole. D'accord, des phonons. Bon, donc ben, je vais remettre ça dans mon petit changement de variable. D'accord, dans la petite équation. J'ai remplacé bêta Q, donc je suis content. Donc voilà, je trouve quoi quand je mets tout ça? Alors, finalement, je trouve que 1 sur tau vaut quoi? Eh bien, je trouve que 1 sur tau... Ouais, bien sûr. Je trouve que 1 sur tau, il vaut... Alors, le préfacteur que j'avais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire MV sur... Donc là où on n'était pas d'accord, 2pi H bar cube K cube. Et puis là, j'ai une intégrale qui va être KBT sur H bar fois S au cube, X au cube. Donc ça, c'était le petit Q au cube hein, qui venait tout à l'heure, c'est naturel. J'ai ici un A fois KBT sur H bar S fois X. Ça, c'est mon terme en bêta Q, d'accord, qui apparaît. J'ai toujours mon UQ. Et puis, j'ai ma changement de variable, donc mon DQ, qui va me donner ce terme-là. Un terme simplement en KBT sur H bar S dx. D'accord, donc je vous rappelle, ça vient simplement... Oh oh, allô, allô. Pas de signal. Voilà. Donc ça vient simplement du terme en DQ. Ça vient du terme, en bêta Q. Et ça, c'est le terme en Q cube. Ok. Bon, ben là, je suis content. Je peux simplement me faire... Alors, je sors tout ce qui est constant, de ce bazar, et j'obtiens simplement un terme qui va être... Alors, je garde mon préfacteur. MV sur 2pi H bar cube K cube. Et puis, je sors tout ce qui dépend de la température de vent. Et j'obtiens ici un KBT sur H bar S à la puissance 3
J'ai un A qui sort. Bon, voilà. Et puis, j'ai une intégrale de 0 à 2pi K. C'est KF S sur KBT de X4 nu Q dx. Voilà. Donc, j'ai exactement ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai fini mon calcul. Alors, maintenant, on peut regarder deux cas limites là-dessus. Donc là, j'ai la réponse. Hein. Là, j'ai calculé tôt, donc j'ai fini mon calcul. Alors après, je peux explicitement le calculer. Donc, si vous voulez le faire numériquement, vous avez la réponse. Hein. Vous pouvez faire l'intégrale numériquement. Alors, il y a deux cas qu'on peut faire quand même, parce qu'en fait, alors le seul petit problème, si vous voulez le faire analytiquement, c'est que vous avez le t qui intervient là et le t qui intervient dans la bande de l'intégrale. D'accord ? Alors, pourquoi il intervient à deux endroits ? Parce qu'en fait, ce t-là, il va intervenir. En fait, c'est ce qu'on va voir analytiquement derrière, c'est qu'en fait, ça dépend si vous avez peuplé tous les modes de phonon ou pas. C'est-à-dire que vous avez deux termes qui apparaissent. Vous avez est-ce que j'ai peuplé tous les modes de phonon ? Et à l'intérieur d'un mode de phonon, j'ai une dépendance en température. Donc j'ai deux effets, si vous voulez. C'est pour ça que j'ai un T qui intervient dans le préfacteur et un T qui intervient dans la bande de l'intégrale. D'accord ? Donc en soi, c'est un peu compliqué. Par contre, vous voyez bien qu'il y a sûrement deux limites simples qui vont se proposer. C'est est-ce que je suis très proche de 0 ou est-ce que je suis très proche de la très haute température. D'accord ? Alors si je suis entre les deux, je le mets dans un ordinateur et je le calcule. Okay. Donc, a priori, ce qu'on peut se dire, c'est que ce résultat, je dois pouvoir en sortir un truc simple dans des limites simples. Donc, c'est ce qu'on va regarder. Et vous allez voir que ça marche très bien et qu'on va retrouver des choses que vous connaissez, ma foi, très, très, très bien. Donc, on va regarder une première limite. Alors, dans quel temps je l'avais fait ? Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous raconter, moi ? C'est ça. On va regarder la limite basse température. Bon, la limite basse température. Ah oui, tout à fait. 1000 excuses, ça c'est important, c'est un puissance... Là, c'est un puissance 5. C'est un puissance 5, tout à fait. Donc la limite basse température, elle apparaît quand KBT est très petit devant le terme 2H bar KFS. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il y a des électrons libres, mais qui ne peuvent pas s'appareiller. Alors pourquoi il ne peut pas s'appareiller ? Parce que la température est trop faible, donc on n'a pas suffisamment de phonons, et donc les électrons sont à trop haute énergie pour se coupler avec des phonons. Donc à ce moment-là, la borne, que vous voyez, la borne qui est en haut, c'est-à-dire 2pi KFS sur KBT, vous la faites tendre vers l'infini, puisque KT est très petit devant KFS. Donc cette borne-là, elle tend vers l'infini. D'accord ?
Et donc, à ce moment, l'intégrale de 0 à 2pi kfs sur kbt de x puissance 4 nu q dx, ça devient simplement un nombre qui vaut n'importe quoi. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez 1 sur tau qui varie comme t puissance 5. Et ça, c'est une loi que vous connaissez bien. À basse température, alors à basse température, la résistivité d'un métal varie comme la température à la puissance 5. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre dans le raisonnement, c'est que quand vous faites tendre la borne vers l'infini, ce truc-là, il devient un nombre. D'accord? Parce que la dépendance en t dans l'intégrale, elle est dans la borne. Donc, si vous faites tendre la borne vers l'infini, vous n'avez plus de dépendance en t dans l'intégrale. Donc, ce truc-là, ça devient un nombre, qui vaut on ne sait pas trop quoi, mais ça devient simplement un nombre. D'accord? Donc, tout ce qui vous reste, c'est cette partie-là. Cette partie-là, vous pouvez l'oublier. D'accord? Et cette partie-là, vous voyez que l'intégrale, le 1 sur tau, il se fait varier simplement comme t puissance 5. D'accord? Alors maintenant, on peut regarder l'autre, le préfacteur. Lui, vous voyez, ce préfacteur-là, qui était je ne sais pas où, il est en T5. OK? Limite. OK? La limite haute température. La limite haute température, c'est kBT, qui est très grand, devant H bar. On revient là. Devant 2 H bar, KF, S. S, c'est toujours la vitesse du son. Bon, à la distribution des phonons, là, vous pouvez dire qu'elle a un sens. C'est une distribution de Bose-Einstein. D'accord? Et donc, ce que vous pouvez écrire, c'est que nu q, c'est simplement à ce moment-là 1. C'était vrai, le coup d'avant, c'était vrai aussi. Je veux dire, il n'y a pas de souci, c'est toujours vrai. Donc, c'est exponentiel de H bar oméga q sur kBT moins 1. D'accord? C'est simplement du Bose-Einstein. Simplement, comme vous êtes à haute température, ce terme-là, H bar oméga Q sur kBT, lui, il tend vers 0. D'accord? Il devient tout petit. Et donc, vous pouvez faire simplement un développement limité de cette chose-là, et vous trouvez que nu Q, il devient de l'ordre de 1 sur H bar oméga Q sur kBT. D'accord? C'est-à-dire, en fait, quelque chose qui est de l'ordre de 1 sur x. Parce que x est défini par H bar oméga T sur kBT. D'accord? À ce moment-là, je remets ça dans mon intégrale, et j'obtiens quoi? J'obtiens que 1 sur tau est égal à un truc qui était en T5, ça on l'a vu, c'est le préfacteur. D'accord? Et puis maintenant, je me retrouve avec une intégrale qui est là, qui est en x4 sur x. D'accord?
dx. Alors maintenant, quelle est la borne d'intégration? Alors, telle que je l'ai choisie ici, parce que j'ai fait un changement de variable ici en posant x là, j'ai posé x est égal h bar oméga q sur kbt. Ici, la borne d'intégration, ça devient 1 sur t. D'accord? Et donc, vous trouvez que ça, c'est de l'ordre de t5, avec ici simplement une intégrale, un t4 pris entre 0 et 1 sur t. Bon, alors ça, c'est trivial, hein, vous savez intégrer t3, x3, hein, ça, je pense qu'il n'y a pas de souci pour vous. Ouais. Le x qu'on a là, c'est le même qu'avant. Et on avait déjà fait le changement de variable au niveau des bornes. Alors, est-ce que c'est le même qu'avant? Non, c'est pas le même qu'avant, parce que tout à l'heure, on avait... Vous voulez changer de nom, alors, peut-être? Ouais, je vais changer de nom. C'est une variable muette, hein, de toute façon, hein, mais bon. Vous l'appelez y, si vous voulez. Voilà. C'est pour éviter d'avoir cette intégrale avec une borne vachement compliquée, qui peut avoir QS sur 1 sur t. Alors, si vous faites cette intégrale en 1 sur t, ben vous savez, bon, la borne en 0, c'est une borne qui va être, alors, ouais, la borne en 0, on va l'oublier parce que c'est t égale 0, donc elle n'est pas relevante. D'accord? Donc on va la couper à un endroit, cette borne en 0. Bon, on la coupe à la main à n'importe où, ça c'est pas un problème. Par contre, ce que vous voyez, c'est que vous avez 1 sur taux qui devient proportionnel à t. D'accord? Alors ça aussi, c'est un régime que vous connaissez normalement. Parce que comme vous avez ici, ça vous le savez, comme vous avez ρ, la résistivité, qui est proportionnelle à 1 sur taux, vous avez ρ, basse température, qui est proportionnelle à T, et ρ, haute température, qui est proportionnelle à T5. Et ça, c'est un comportement que vous connaissez. Je pense que vous avez déjà vu en physique du solide. Ça, c'est simplement le comportement électron-phonon. Alors, dans un solide, comme vous êtes complètement dominé par la diffusion par les phonons, c'est un comportement que vous voyez très bien quand vous refroidissez. Vous êtes d'abord dominé en T5. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, quand vous êtes en T, vous êtes en train de peupler les différents modes de phonons. D'accord? Puis quand vous avez le crossover, vous avez tous les modes de phonons qui sont peuplés, et à ce moment-là, vous avez la loi qui est en T5. Vous avez inversé. Hein? Vous avez inversé le bas et le haut. Oui, inverser le bas et le haut. Alors, on peut se poser la question du crossover. Vous avez un départ à basse température. Alors, le crossover, finalement, ça correspond à quelle température? On peuple tous les modes de phonons. Alors, est-ce que vous savez? Oui, je suis sûr que vous savez, mais c'est quoi comme température? Quelqu'un a une idée? Température de départ.
Voilà, la température de Dubaï. Donc essentiellement, vous avez un crossover entre T5 et T vers la température de Dubaï. Donc si vous regardez la résistivité d'un métal ou d'un métal en fonction de la température, alors je mets un 0 ici, qui est évidemment un 0. Alors normalement, vous avez ici la résistivité résiduelle. Alors la résistivité résiduelle, je ne sais pas pourquoi je mets RRR, en fait, c'est pas du RRR. C'est le résiduel. Alors le résiduel, ça c'est les impuretés statiques. Alors des fois, vous pouvez voir un tout petit bout de T carré. Ça, c'est les électrons-électrons. C'est très dur de le voir, celui-là. En général, vous ne le voyez pas. D'accord ? Et puis après, vous avez un départ, donc c'est ce qu'on vient de voir ici, qui va être en T5. Donc ça part très vite. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir vous le représenter. Ça, c'est en T5. D'accord ? Donc ça, c'est... tous les modes de phonon ne sont pas peuplés. Et ensuite, vous avez ici un truc qui va être en T. Donc évidemment, comme je dessine super mal, vous n'avez pas vu, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et ici, vous êtes à la température de Dubaï. D'accord ? À la température de Dubaï, ça peut varier vachement. Ça peut être 200 Kelvin, ça peut être plein de choses. D'accord ? Donc voilà, vous avez le passage entre T et T5 pour la résistivité. Ça marche super bien, par contre. Ça, parce que les phonons dominent tellement la résistivité. Parce que si vous voulez, le truc, c'est que ce qui varie d'un échantillon à l'autre, c'est la température de Dubaï. La température de Dubaï, elle vous dit à quel moment vous peuplez tous les modes de phonons. Ça, c'est vrai. Par contre, la résistivité, elle est tellement dominée par le couplage électron-phonon, si vous voulez, que dans tous les matériaux, dans tous les métaux, vous allez avoir ce comportement en T et puis en T5 derrière. Ça va marcher au quart de poil, si vous voulez. Donc, si vous prenez un métal, vous allez trouver ces deux comportements-là sans aucun problème. Alors, ce que vous n'allez pas tout à fait trouver, c'est plus bas en température. Parce que si vous faites un zoom plus bas en température, vous avez différents comportements que vous pouvez trouver. Alors, plus bas en température, vous pouvez trouver, alors je vous le donne quand même pour votre culture générale, vous pouvez trouver ici un log de T. Donc ça, c'est de l'effet Kondo, donc on n'aura pas le temps de voir. Ça, c'est du magnétisme. Ça, c'est du magnétisme. Alors ça, c'est typiquement en dessous de 1K. Donc ça, c'est en dessous de 1K, typiquement. Ou des remontées, ou des effets cohérents. Donc ça, c'est la physique mésoscopique qui vont vous donner des termes en 1 sur racine de t. Donc ça, à basse température, vous avez des effets un peu plus compliqués qui ne sont pas forcément évidents à voir. Et l'interprétation est plus complexe aussi. Par contre, à haute température, c'est les phonons qui dominent tout. Donc ça, il n'y a aucun problème, vous voyez ça sans problème. Quand vous êtes à basse température, l'interprétation, c'est beaucoup plus complexe. D'accord ? Donc voilà, donc vous voyez qu'avec cette théorie-là, on arrive à retrouver au niveau microscopique vraiment les facteurs de dépendance de la dépendance en température, de la résistivité en température et même de la résistivité sur les impuretés statiques. On peut le calculer sans aucun problème. C'est pas complètement évident parce que l'équation de Volman, c'est quelque chose qui est... voilà, vous prenez tout dedans, vous le mettez tout, donc c'est un calcul exact. Donc c'est pas tout à fait simple parce que d'habitude, les calculs que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est des calculs un peu simplifiés. Vous prenez du Drude et puis vous le faites là-dessus. Et ce qui vous sauve dans Drude, en fait, c'est que la densité d'état va se compenser finalement avec le fait que vous avez... parce que quand vous prenez par exemple la densité d'état, vous prenez NE2 taux sur M, si vous voulez, vous prenez N qui est la densité des électrons, et en fait, c'est pas ce qu'il faut faire, parce que les électrons qui participent, c'est seulement ceux qui sont au niveau de Fermi. Mais il se trouve que par un miracle, vous avez des choses qui se simplifient dans le calcul, ce qui fait que c'est juste en fait de prendre la densité des électrons dans le métal, alors c'est complètement faux au départ. Là, vous faites un vrai calcul microscopique du truc et vous tombez. Alors en particulier, ce que vous voyez, c'est que c'est très subtil parce que les choses dépendent de façon très subtile des dépendances en température des temps de réaction quand vous calculez les facteurs de réponse.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, si vous n'aviez pas de dépendance en température des facteurs de réponse, vous trouveriez 0. Et en fait, c'est dû au fait que les valeurs moyennes des taux dépendent de façon subtile de valeurs moyennes de taux, là, ou le taux moyen, si vous voulez. Enfin, toutes ces choses-là vous donnent des facteurs non nuls dans les fonctions de réponse. Et puis, on peut calculer explicitement ces choses-là, de ce que vous ne pouvez pas faire dans des modèles beaucoup plus simples. Et on retrouve donc le T et le T5, donc maintenant vous savez d'où ça vient. Donc c'était un peu ce qu'on voulait faire. Alors maintenant, ce qu'on va vous montrer dans la dernière demi-heure, là quand même, c'est qu'on va vous montrer que des fois ça marche pas, ça, parce que ça c'est un truc qui est bon. On vous a montré ça en long, en large et en travers, mais quand même ce qui est important, c'est de vous montrer que cette chose-là a quand même des limites. Et donc on va vous montrer les limites de ce machin. Et vous allez voir que les limites de ce truc, c'est essentiellement ce qu'on appelle le transport quantique. Et donc, on va vous montrer ce que c'est que le transport quantique. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire leur thèse dans la physique mésoscopique, les trucs cohérents, les trucs comme ça, les systèmes, les cubiques, les machins dans ce coup-là? Ouais. Donc, vous allez voir ce qu'on appelle du transport cohérent. C'est ça qui va vous intéresser. Bon, je range un peu mon bazar. Sinon, je vais vous raconter n'importe quoi. Alors, l'idée simple, c'est de dire, finalement, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Alors, cette description, elle a été faite, en gros, jusque dans les années, je sais pas, Friedel, c'est les années 50, hein, c'était les papes de ce genre de choses. Et puis... je vais vous montrer en fait le premier papier. Là, il n'y aura pas de calcul dans cette partie, hein, rassurez-vous. L'avantage de la physique mésoscopique, c'est que ça se fait sans calcul à peu près, si on comprend bien. Alors, je vais vous montrer un papier qui est assez marrant. Vous allez voir. Alors voilà, je vais vous montrer ce papier-là. Voilà. Voilà ce papier qui était écrit par... Ce papier il est très connu, hein, pour ceux qui veulent faire les transports cohérents. Alors c'est un papier qui était assez marrant parce que c'est un papier qui avait été écrit par Rolf Landauer, qui est un des grands papes, hein, de la physique mésoscopique, qui est passé à côté du prix Nobel pour différentes raisons. Donc était chez IBM à l'époque. Et alors c'est un papier qui est publié dans un journal obscur qui s'appelle IBM Journal of Research and Development. Donc en gros c'est le Dauphiné libéré, si vous voulez. C'était le journal interne de recherche d'IBM. Et pourquoi? Parce qu'il avait été refusé à peu près dans tous les journaux sérieux. Et pourquoi il avait été refusé dans les journaux sérieux? Pour une raison simple, c'est que si vous regardez bien ce qu'il vous dit, il vous dit que, vous regardez en bas, là, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors ceci dit, il est lisible, hein, ce papier, c'est vrai qu'il est lisible, parce qu'en gros, il fait les calculs que je vous fais, mais de façon beaucoup plus compliquée, parce qu'il considère, en fait, il regarde la diffusion de l'onde sur un diffuseur, donc en gros, vous pourrez comprendre l'idée, si vous voulez, mais il fait ce que je fais, mais on a peu. Bon, j'ai jamais vraiment compris. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ça, ça veut dire que il vous dit que si vous envoyez une onde sur un plan qui a un coefficient de réflexion R, et que le système est cohérent, que les électrons sont cohérents, vous trouvez une résistance qui vaut R fois 1 moins R. Donc vous voyez tout de suite le problème. C'est-à-dire que si vous faites R égale 0, ça diverge. Hein? Ouais, si vous faites R égale 1, ce truc-là, il diverge. Alors, ça, c'est un petit peu gênant, parce que... et puis, si vous faites R égale 0, ça fait 0. Alors,
évidemment, le problème, c'est que les gens disaient c'est idiot ce truc-là. C'est idiot pour la raison suivante, c'est qu'on sait très bien qu'un conducteur n'a jamais une résistance nulle. Un conducteur normal, on s'entend. Il n'a jamais une résistance nulle. Alors, la question, c'est est-ce que c'est vrai qu'un conducteur normal n'a jamais une résistance nulle? Alors en fait, c'est pas une question complètement simple. Ça, c'est une question qui vous paraît peut-être idiote, mais c'est pas du tout une question simple. Et donc, je vais essayer de vous montrer que c'est pas une question simple et qu'un conducteur normal peut avoir une résistance nulle. Ça dépend comment on considère le problème. Et donc ça, les gens ont mis à peu près une vingtaine d'années à comprendre ce que Landauer voulait dire par là et à montrer expérimentalement qu'un conducteur normal peut avoir une résistance nulle. Donc ça, c'est par exemple des manips que j'ai faites, alors ce qui sont assez marrantes, c'est que si vous prenez un anneau, tout bêtement un anneau, d'accord, il faut qu'il soit petit, je vais expliquer pourquoi il faut qu'il soit petit, que vous mettez un petit champ magnétique, en fait, vous avez un courant permanent qui circule dedans. Un anneau normal, ça n'a rien à voir avec un courant supra. Vous pouvez avoir un courant permanent qui se met à circuler dedans. Et ça, c'est un effet purement quantique. Et ça, c'est exactement ce qui prévoit là-dedans. Et ça, c'est très perturbant parce qu'on est bien d'accord que ce n'est pas du tout un anneau supra. Alors, on va regarder d'abord, la première question qu'on va se poser dans ce problème, c'est quelles sont, quand vous avez un conducteur, quelles sont les longueurs caractéristiques de ce conducteur. Parce qu'en fait, il y a des longueurs qu'on n'a pas considérées jusqu'à maintenant parce qu'elles étaient négligeables, entre guillemets, en disant on les a négligées parce qu'en général, elles sont négligeables. Et en particulier, la longueur qui est importante, ce qu'on appelle la longueur de cohérence de phase. Alors celle-là, qu'est-ce qu'elle veut dire ? C'est la longueur... Alors, si vous prenez Boltzmann, qu'est-ce qu'on a fait avec Boltzmann ? Boltzmann, c'est une description classique, en fait. Classique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des billes, en fait. Boltzmann, c'est ni plus ni moins que des billes. Alors, c'est pas tout à fait classique, parce qu'on met une distribution de Fermi, etc. Enfin, essentiellement, c'est des billes, d'accord ? C'est-à-dire qu'on n'a jamais tenu compte du fait que notre électron, il peut interférer. Vous n'avez nulle part des interférences dans notre problème. D'accord. Alors la question, c'est où sont les interférences ? Alors, il y a une réponse simple. C'est qu'on ne les voit pas. Alors, il y a une vraie réponse et une fausse réponse. Je dirais la fausse réponse. La fausse réponse, mais auquel les gens croyaient. Hein. Les gens croyaient très fort, c'est que dans un milieu désordonné, on ne peut pas avoir d'interférence. D'accord ? Alors ça, c'est une fausse réponse. La meilleure preuve, c'est que en optique, vous voyez des interférences dans un milieu désordonné, ça s'appelle de la diffusion de la lumière. Okay. Ceci dit, cet argument, il a tenu pendant très longtemps. Si vous voulez, il a tenu pendant très longtemps en disant, moi j'envoie un électron, le problème c'est que mon milieu est diffusif, donc je ne verrai jamais d'interférence. Donc c'est un argument qui a tenu pendant très longtemps. Par contre, il y a une vraie réponse. La vraie réponse, c'est que la longueur de cohérence de phase est petite. Alors, qu'est-ce que c'est que la longueur de cohérence de phase ? C'est comme en optique. Vous avez vu ce que c'est en optique, la longueur de cohérence de phase. C'est que si vous voulez faire des interférences, il faut que la phase
reste bien défini. D'accord? Ça, c'est la base. Alors, faites attention à une chose quand même que je voulais vous rappeler. Quand on parle d'interférence, que ce soit en optique ou en mésophysique, on parle toujours d'interférence à une particule. Le photon interfère avec lui-même, là, l'électron interfère avec lui-même. Il interfère sur plusieurs trajectoires, mais il interfère toujours avec lui-même. Pour qu'il puisse interférer, il faut qu'il garde une cohérence de phase. Autrement dit, par exemple, il arrive, il tape sur un électron, il est diffusé. Les gens pensaient que cette diffusion allait faire perdre sa cohérence de phase. C'est pas vrai, parce que s'il arrive sur une diffusion qui repart là, la question est de dire, est-ce que sa rotation de phase est déterministe? Ce que je veux dire, c'est que s'il arrive ici avec une phase phi1, qui repart ici avec une phase phi2, et que ce truc-là est déterministe, il ne perd pas sa cohérence de phase. Ce qui va lui faire perdre sa cohérence de phase, c'est si à un moment il a un choc qui lui fait que il va avoir une redistribution de la phase qui va être incohérente. Typiquement, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez entre phi1 et phi2, il change d'état quantique. Quand il repart sur un nouvel état quantique, sa phase est redistribuée aléatoirement entre 0 et 2π. D'accord? Là, on perd la cohérence de phase. Typiquement, le truc, c'est de savoir si mon choc, il est essentiellement élastique. En général, ça c'est cohérent. Ou inélastique. Et ça, en général, c'est incohérent. C'est toujours incohérent. Alors ça, vous pouvez le comprendre très facilement. Si votre électron change d'énergie, par définition, il change d'état propre. C'est logique. D'accord? Votre Hamiltonien a un certain nombre d'états propres. Si votre électron change d'état propre, l'énergie change d'état propre. Donc il repart sur un nouvel état. À ce moment-là, la phase est redistribuée entre 0 et 2π. Les interférences, c'est perdu. Si par contre vous pouvez avoir des chocs qui sont complètement élastiques, il n'y a aucune raison a priori que votre électron il perde sa phase. Vous pouvez garder une phase parfaitement cohérente et vous pouvez voir des interférences. D'accord. Donc, vous pouvez a priori voir des interférences. Alors le problème, c'est que on a vu, c'est que les chocs inélastiques, c'est les phonons. C'est essentiellement les phonons. D'accord? Mais les phonons, ça varie à basse température en T5. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il faut refroidir. Et si vous refroidissez beaucoup, vous perdez les chocs inélastiques. D'accord? Donc si vous arrivez à refroidir, vous arrivez à finalement avoir des chocs inélastiques. Donc, les différentes longueurs qu'on va avoir, vous avez la longueur inélastique, qu'on appelle L-in, la longueur élastique, LE, et puis la longueur de l'échantillon. Là, je vais vous montrer un tableau pour voir comment ça varie, ces choses-là. Et vous verrez pourquoi c'est quand même quelque chose qui est assez récent. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Évidemment, vous n'y voyez rien. Gagné. Je ne sais pas comment faire pour que vous y voyez plus.
Ah là 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 là. Bon, alors, je vais vous le traduire parce que là, évidemment, vous voyez rien. Alors, il y a deux systèmes expérimentaux essentiellement qu'on utilise pour faire ça. On a des hétérostructures, ce qu'on appelle les hétérostructures, et des métaux. Alors, les hétérostructures, c'est des semi-conducteurs qui ont un avantage, c'est qu'ils sont très très propres. Puis les métaux, vous savez ce que c'est que des métaux. Donc c'est ce qui a marqué sur les deux lignes ici. Alors, la longueur de cohérence de phase ici. Évidemment, dans un métal, ça c'est un truc que vous devez vous souvenir, la longueur, le lambda F, la longueur d'onde de Fermi, c'est typiquement 0,1 nanomètre. Okay, ça, il faut vous en souvenir. Dans une hétérostructure, c'est 50 nanomètres. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé de le savoir, mais 0,1 nanomètre, c'est ce qu'il faut savoir. Le lit parcours moyen dans un métal, c'est 10 nanomètres. Ça, c'est un truc à savoir. Ça veut dire que typiquement, un métal, c'est assez sale. Même quand vous voulez. Ça dépend un peu de la façon de l'évaporer. Mais typiquement, il a un choc tous les 10 nanomètres. Dans un semi-conducteur, c'est plutôt 10 microns si vous êtes très propre. Alors, le LFI à 300K, essentiellement, c'est dans quelques dizaines de nanomètres. Mais ça, c'est normal que ça soit pareil pour les deux parce que c'est limité par les phonons. Donc, de toute façon, vous allez prendre à peu près n'importe quoi, vous trouverez les mêmes ordres de grandeur. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous le prenez à basse température, là, vous avez des grosses différences. Et là, vous avez le LFI dans un métal, c'est de l'ordre du micron, à 1 Kelvin. Et par contre, là, ça peut monter à 20 microns dans l'hétérostructure. Donc là, ce que vous voyez, c'est que typiquement, quand vous commencez à être dans des températures qui sont au micron, au Kelvin, vous commencez à avoir des longueurs de cohérence de phase qui sont intéressantes et qui vont vous permettre, en particulier, de pouvoir manipuler ces objets-là. Et donc, alors, 1 Kelvin, c'est les températures qu'on a atteintes dans les années 60, 70. Et puis aussi, la possibilité de fabriquer des échantillons comme ça, c'est à peu près les années 70-80 aussi. Donc c'est pour ça que c'est dans ces années-là qu'on a commencé à pouvoir fabriquer des échantillons qui auraient la taille et qu'on puisse refroidir pour voir ces effets, pour voir si vraiment la résistance allait diverger ou pas dans ces systèmes-là. Bon, alors actuellement, on fait facilement 10 millK, 20 millK, on le fait facilement. Donc c'est pas des scoops non plus de faire ça. Alors, ce que je voudrais vous montrer simplement maintenant, c'est un exemple justement pour savoir est-ce qu'on a R1-R sur un conducteur, est-ce qu'on est capable de montrer effectivement, une question bête, mais j'ai un conducteur qui a une transmission parfaite, est-ce que j'ai une résistance parfaite? Question con, mais je sais pas, vous avez posé cette question. J'arrive sur je prends un conducteur, j'ai une barrière avec transmission qui vaut 1, est-ce que j'ai une résistance qui vaut 0 ou pas? C'est une question toute bête. Voilà, donc je vais vous montrer ce qui se passe là-dedans. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un point contact. Donc un point contact, c'est quoi? C'est un système où on fait passer c'est un système quasi indé. Où on fait passer les modes un par un. Alors, plutôt que de vous laisser avec cette phrase comme ça, je vais vous montrer exactement ce que je veux dire par là. Ça sera beaucoup plus clair. Vous allez voir tout de suite ce que ça veut dire. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que ça veut dire. Hop, voilà. Voilà, donc, vous imaginez ça. Donc, vous imaginez que vous avez ici, partout, des électrons, d'accord? Et qu'avec une grille qui est comme ça, je vous en montrerai une tout de suite après, vous arrivez à les repousser, à leur donner la forme que vous voulez, d'accord? Donc ça, c'est une sorte de grille, donc les électrons, ils sont comme ça, si vous voulez. Et en mettant une tension, en mettant un truc, vous arrivez à moduler la taille de ce machin, de ce trou, d'accord?
D'accord. Donc c'est un peu comme vous avez un parc à électrons et puis vous les faites passer au milieu. D'accord. Et ce que vous faites, c'est que vous arrivez à varier la largeur pour faire passer les électrons qui ont une fois lambda F, deux fois lambda F, trois fois lambda F, quatre fois lambda F, etc. D'accord. Donc c'est tout con, hein, je veux dire, c'est pas un scoop. Alors dans la vraie vie, ça ressemble à quoi? Je vais vous montrer si il veut bien. Dans la vraie vie, ça ressemble à quoi? Je vais vous montrer. Hop. Dans la vraie vie, je vais vous montrer une belle photo. Voilà. Alors vous oubliez tout le reste, hein, parce que c'est pas tout utile. Mais alors regardez simplement. Alors je vais vous rayer ce qu'il faut pas regarder. D'accord. Vous oubliez tout ça, parce que c'était pour faire autre chose. Et vous regardez seulement ces deux-là. D'accord. Donc en fait, les électrons, ils passent comme ça, vous voyez. D'accord. Et donc en fait, c'est ce que je vous disais. En fait, on arrive à moduler la largeur à cet endroit-là. D'accord. Donc les électrons, ils passent là. Puis quand on varie la largeur, ils passent avec un mode, deux modes, trois modes. Bon. C'est vachement facile à faire en fait. Ça paraît bête, ça paraît compliqué, mais c'est super facile à faire. Parce que vous mettez un peu de tension, ça varie la largeur. Vous faites passer un mode, deux modes, trois modes. C'est facile. Voilà, donc la question c'est, supposer que je fais passer un mode parfaitement. J'ai un mode qui est parfaitement transmis. Mais il est vraiment parfaitement transmis, la transmission c'est 1. Est-ce que je vais avoir une résistance qui vaut 0? Alors, le modèle de Landauer, c'est la chose suivante. Donc le modèle c'est ça. J'ai un corps noir. J'ai un fil parfait. J'ai ma barrière. J'ai un autre fil parfait et j'ai un autre corps noir. Donc ça, c'est des corps noirs. Alors un corps noir, vous savez ce que c'est sa propriété, c'est qu'il va émettre jusqu'à EF et il absorbe tout. D'accord? Donc il n'est pas chiant, il émet, il absorbe. Mais vous n'avez aucune corrélation entre ce qui est émis et ce qui est reçu. D'accord? Ça, c'est super important. Ça, c'est l'échantillon qui a une transmission T. Puis ça, c'est les fils 1D qui sont parfaits, eux. Et là, j'ai un potentiel mu1 et mu2. Bon, voilà, ça, c'est mon échantillon. Donc, j'arrive ici avec voilà, vous savez, j'arrive avec un seul mode dans mon fil, d'accord? Et je le fais passer ou pas, mon mode. D'accord? Donc, ça... Oh, il y a la tonne. Voilà. Donc ça modélise exactement ça. J'ai un fil qui arrive, j'ai un mode qui arrive, et puis je le fais passer ou pas, ou je le réfléchis, ou je fais ce que je veux avec. Ça gère la largeur entre là. Parce que quand on met de la tension, ça déplète, comme on dit, ça chasse les électrons en dessous. Donc ça gère la largeur qu'il y a là. Et du coup, quand la largeur elle est trop petite, il y a... La largeur, elle peut valoir la longueur d'onde de Fermi de mes électrons. Alors c'est pour ça, en fait, c'est une bonne réponse. On fait ça sur de l'ASGA parce que la longueur d'onde de Fermi est assez grande. On ne pourrait pas le faire sur des métaux, la longueur d'onde de Fermi est trop petite. Mais sur des métaux, on a assez de... Sur de l'ASGA, on a assez. Bien. Donc, allons-y. Donc, il y a un seul canal. On va regarder... alors, ouais, on met... Alors, on met... on va faire des hypothèses quand même. On met mu1 moins mu2 qui est pas trop grande pour que la transmission ne dépende pas quand même de l'énergie. Enfin bon, ouais. J'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que la tension entre les gates, ça fait passer un mode ou plusieurs modes. Parce que ça... Alors donc, on met des tensions pas trop grandes pour que ça merdoie pas trop au niveau des énergies. Enfin bon, il y a des petites choses à faire attention. Mais globalement, je vous passe un peu les détails expérimentaux. Mais ça se passe bien. Donc, première chose, on s'intéresse aux états entre mu1 et mu2. Alors pourquoi on fait ça? Simplement parce que les autres, ils se compensent. Il y en a un qui va de droite à gauche, l'autre de gauche à droite, ça se compense. Donc on ne va pas regarder ce qui se passe sur cela.
Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que le courant, c'est tout con, hein. Le courant, si vous l'écrivez, il est donné par quoi? Il est donné par mu1 moins mu2, c'est la différence de potentiel, fois la densité d'état. D'accord? Alors, on va la prendre à EF, parce qu'on va considérer que c'est constant, d'accord? Et puis, fois E, la charge, fois la vitesse de Fermi, fois la transmission de ma barrière. D'accord? Ça, c'est tout con. Et puis après, je remplace simplement, hein, c'est un petit jeu. Je dis que la vitesse à énergie de Fermi, c'est simplement 1 sur h bar fois, alors je mets des dérivées droites là, fois d2 sur dk pris en kf. Bon, ça c'est la définition de la vitesse. Okay. Et puis je dis aussi que la densité d'état, donc là un d, ça c'est vrai de façon générale, c'est égal à 1 sur pi fois 1 sur d2 sur dk pris en kf. Bon, ça c'est un d. Donc vous voyez que le miracle, c'est qu'en fait, ces deux-là vont se simplifier. Et vous trouvez simplement... Alors là, c'est pas un calcul bien violent, hein. Ce qui est intéressant, c'est que vous trouvez que I est égal à E carré V 1 sur pi h bar fois T. Donc vous écrivez que c'est égal à G fois T. Et vous trouvez que G est égal à 2 E carré sur H fois T. Alors ça, il y a une chose qui est intéressante quand même, c'est que, d'abord, vous le verrez un peu plus tard pour ceux qui font les féoles, mais 2 E carré sur H, c'est une quantité vachement importante, enfin c'est l'inverse qui est important, mais 2 E carré sur H, c'est ce qu'on appelle le quantum de conductance. Ça, c'est le premier point, mais à la limite, ça, c'est un détail. Par contre, ce que vous voyez, c'est que pour t égale 1, G n'est pas égal à 0. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la formule de Landauer. Alors évidemment, elle paraît con, cette formule. Sauf qu'elle vous montre un truc. Alors on va voir après ce qu'on peut faire. Mais ce que vous voyez déjà, c'est que si je fais t égale 1, je trouve pas une résistance nulle. Je trouve pas une conductance infinie. Ça veut dire que si j'envoie une particule sur une barrière qui a une transmission parfaite, j'ai quand même une résistance. D'où la question qui se passe. Évidemment, c'est pas faux. C'est-à-dire que le problème de ce truc-là, c'est que ça pose un problème extrêmement conceptuel. Ça veut dire que qu'on trouve une résistance ou pas, on est dans un problème conceptuel. Si je trouve une résistance qui est nulle, ça veut dire qu'on a un truc qui est supraconducteur alors qu'il ne l'est pas. Et si on trouve une résistance qui n'est pas nulle, en même temps, c'est gênant aussi, parce que ça veut dire qu'on trouve une résistance là où j'ai une transmission qui vaut 1. Dans les deux cas, on a un problème. Donc, comment lever ce problème? Il y a une façon... Alors, je vais vous expliquer comment on lève ce truc-là. Et en fait, vous allez voir que c'est hyper subtil la façon dont on va résoudre ce problème. Et expérimentalement, c'est très dur à mettre en évidence. Alors, comment on va faire? Toute la question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une résistance et où se fait la mesure de la chute de tension.
Parce que, en fait, ce que Landauer a montré, c'est que ce qui fait une résistance, c'est l'endroit où l'électron perd son énergie. C'est là que se fait la résistance. Et ça, c'est ponctuel. C'est pas partout dans l'échantillon. Donc pour faire ça, il a pris le problème suivant. Il a dit, on va faire un truc un tout petit peu différent. Alors vous allez voir, le jeu est un petit peu... En mésophysique, c'est toujours des jeux super simples. Hein. C'est l'idée qui compte. Après, il suffit de compter 0, 1, 2, 3. Je veux dire, vous pouvez avoir un prix Nobel en comptant de 0 à 10. Je veux dire, c'est pas... Donc, vous faites ça. Donc, vous prenez pareil, vous faites la même chose. Hop, vous avez ma barrière qui est là. Il y a une transmission T. Vous avez le fil B. Le fil A. Donc, vous voyez, je fais le même dessin, j'ai rien inventé de nouveau. Là, j'ai mu1. Là, j'ai mu B. Là, j'ai mu A. Là, j'ai mu B. Alors maintenant, ce que je vais calculer, c'est mu A et mu B. D'accord? Je ne vais pas calculer mu 1 et mu 2, je vais calculer mu 1 et mu B. Alors déjà, j'ai même marqué ici, c'est mu 2. Alors, comment je vais calculer, compléter ça? Alors là, c'est un petit jeu, je vais compter. Donc, ce que vous savez que le potentiel chimique, c'est quand il y a autant de trous en dessus que d'électrons en dessus. C'est la définition. Donc ben là, il faut pas, sans se planter. D'accord? Donc allez, on va regarder le côté droit. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait une chier de PRL avec ça. Donc, les états occupés au-dessus de mu B. Ben, en fait, c'est les états qui ont été transmis. Donc, c'est T fois mu1 moins mu B. D'accord? C'est juste les électrons qui ont sauté la barrière. Et puis les états vides. Au-dessous de mu B. Ben, ceux-là, on peut aussi les compter. C'est les états disponibles moins ceux qui sont occupés. Donc vous avez 2 mu B moins mu 2. Ça, c'est les états qui sont disponibles. Hein. Le 2, c'est pour le spin. D'accord? Moins T, mu B moins mu 2. Ça, c'est ceux qui sont barrés de l'autre côté. Et si je fais ça, c'est simplement égal à 2 moins T, mu B moins mu 2. Donc ça, vous regarderez chez vous, c'est un petit jeu, il faut compter. Par contre, il ne faut pas se planter. Hein. Ça, à chaque fois que je le fais, je me plante. Et le côté gauche, vous regardez les états, le nombre d'électrons au-dessus de mu A. Eh bien, vous en trouvez 2. Alors, c'est pareil, il y a un spin là qui compte. Hein. 2 mu 1 moins mu A moins ceux qui sont pareils, moins T mu 1 moins mu A. Ce qui vous fait 2 moins T mu 1 moins mu A. Et puis, vous écrivez que les trous au-dessous de mu A de mu A, donc ça c'est facile à écrire, c'est simplement T fois mu A moins mu 2. Donc ça c'est la partie un peu fastidieuse.
Donc, quand vous écrivez ça, vous pouvez en déduire deux choses. La première, c'est que 2 mu b est égal à t fois mu 1 plus 2 moins t fois mu 2. 2 moins t fois mu 2. Donc ça, c'est la première relation qui va vous donner ça. Puis vous pouvez en déduire aussi que 2 mu a est égal, alors t mu 2 moins plus 2 moins t mu 1. Bon, ça, je vous les marque, mais ce n'est pas le plus important, ça, cet endroit-là. Ça, c'est ce que va donner cette relation-là. Donc, si vous faites la même chose, maintenant, ce que vous pouvez faire simplement, c'est vous calculer mu A moins mu B. C'est pas très compliqué de calculer mu A moins mu B. Quand vous faites la différence, ça devient directement. Donc, vous pouvez calculer simplement mu A moins mu B. Et vous obtenez que mu A moins mu B, c'est 1 moins T, mu 1 moins mu 2. Ça se voit direct. Mais ce truc-là, vous pouvez le reporter dans l'expression de I qu'on avait avant. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que l'expression de I, je vous rappelle que I, c'est égal à... I est égal à E, facteur de mu A moins mu B, fois G 1D, fois G V de T sur 1 moins T, quand vous reportez l'expression dedans. Il suffit de faire un petit travail pour ça. Alors, ce qui est extrêmement intéressant là-dedans, donc là, en fait, vous reprenez l'expression tout à l'heure de I et vous remplacez mu 1 moins mu 2 par ce qu'on vient de trouver ici. Alors, ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est que vous voyez que maintenant, quand vous faites T est égal à 1, vous trouvez bien que vous avez... Alors, si on cherche le G, on va écrire en fonction de G, si vous voulez. Donc, vous trouvez que G est égal à 2E carré sur H fois T sur 1 moins T. Alors, ce qui est intéressant dans ce truc-là, je le fais un peu vite, je suis désolé, mais ce qui est intéressant cette fois, c'est que vous voyez que ici, vous voyez bien que pour t égale 1, G diverge. Donc ça veut dire que vous récupérez bien le fait que maintenant, quand j'ai une barrière qui a une transparence infinie, transparence qui vaut 1, j'ai une divergence de ma résistance. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment ça se fait qu'avant j'avais paumé ma résistance. Alors la question, elle n'est pas complètement évidente. Donc je vais vous le montrer sur mon petit machin là. Tiens. T'as bientôt fini. Non, j'ai fini dans 5 minutes. Donc regardez ce que... J'ai refait le même dessin, mais en plus beau. Enfin, je l'ai copié, je fais exactement. Ce qui se passe ici, c'est que dans le premier cas, on mesurait la tension dans les réservoirs. Or, quand j'envoie un électron ici, il traverse mon truc, il va dans le réservoir, et ici, il perd son énergie. D'accord ? Donc, en fait, la résistance qu'on calcule, c'est une résistance de contact. C'est-à-dire qu'on calcule la résistance au moment où il perd son énergie. Dans le deuxième cas, on calcule la différence de potentiel entre ici et ici. Donc en fait, on calcule la résistance de potentiel simplement due à la différence de potentiel chimique due au fait que certains électrons sont réfléchis entre là et là. Mais si j'ai aucun électron qui est réfléchi,
Quand je suis à température nulle, ici, la fonction de Fermi me remplit mes électrons jusqu'à EF. C'est transmis ici. Et ici, j'ai à nouveau un fil qui a des modes transmis qui sont remplis jusqu'à EF. J'ai aucune différence de potentiel chimique entre là et là. Donc je trouve bien que j'ai une résistance qui vaut 0. Ok. Par contre, ici, même si j'ai une transmission qui vaut 1, quand j'arrive ici, j'ai une perte d'énergie parce que mes électrons qui sont entre mu1 et mu2, ils relaxent dans le contact mu2. Et donc là, j'ai une résistance qui apparaît, même si j'ai une transmission qui vaut 1. D'accord? Donc c'est pour ça que vous passez de 2E sur HT à 2E sur HT sur 1 moins T. D'accord? Ce truc-là est extrêmement subtil. C'est pour ça que les gens ont mis très longtemps, très très longtemps à le comprendre. Il y a une façon de le réaliser qui est simple, c'est quand vous faites de l'effet quantique. Quand vous faites de l'effet quantique, vous avez exactement cet effet-là. Et c'est pour ça que quand vous mesurez, alors ça c'est Butiker qui l'a compris longtemps après, quand vous mesurez la tension de Hall, vous avez la tension de Hall. Quand vous mesurez la tension longitudinale, vous avez 0. Parce que la tension longitudinale correspond à mesurer ça, la tension de Hall correspond à mesurer ça. D'accord. Mais vous voyez, ce qui est intéressant quand vous avez des systèmes cohérents, je dis bien des systèmes cohérents, c'est que vous pouvez voir ce genre de choses. Un système incohérent, comme vous avez des chocs inélastiques, de toute façon, vous perdez votre énergie tout de suite. D'accord? Par découplage électron-phonon, votre énergie, vous la perdez tout de suite. Donc que vous mesuriez là ou là, de toute façon, c'est pareil parce que tout s'équilibre. Alors que là, vous avez des systèmes où tout ne s'équilibre pas. D'accord. Alors après, ce que je ne vous ai pas montré, c'est tout ce qu'on peut faire avec des systèmes où vous avez des interférences, etc., etc. Ok. Voilà, ben c'était le dernier cours. Donc je vous remercie d'avoir suivi. Et puis donc tous les cours sont en ligne. Et puis voilà, si vous avez des questions sur la mésophysique ou des trucs comme ça, vous savez où me trouver. Et maintenant, on va parler des stages avec Thierry qui vient d'arriver. Voilà.